Mesdames et messieurs, bienvenue pour les comptes de ce magazine Replique. Nous recevons aujourd'hui monsieur le ministre de Communication et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende. C'est avec lui que nous allons brosser quelques actualités qui en vogue en République démocratique du Congo. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Voilà, nous allons parler enquête internationale qui a été rejetée par l'ONU avec proposition du gouvernement congolais. Nous allons parler sanctions de l'Union européenne si cela dérange énormément le gouvernement, soit la République démocratique du Congo. Et l'affaire de l'accréditation de la journaliste de la RFI, Sonia Relais, aussi de la double nationalité, si on peut dire comme ça, de Moïse Katumbi. Déjà, on commence avec l'enquête des Nations Unies. C'est une réussite pour le gouvernement congolais? Bon, appelez-la comme une réussite ou pas, nous avons défendu le droit international, nous avons défendu les intérêts nationaux de la République démocratique du Congo. Nous sommes un État souverain. Nous avons des institutions qui fonctionnent dans ce pays, qui ont la charge de pouvoir gérer tous les problèmes qui apparaissent sur cet espace qui s'appelle République démocratique du Congo. Et même dans l'accord de siège que nous avons signé en 1999 avec les Nations Unies concernant la présence d'une mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, il y a une disposition qui prévoit que des actes d'atteinte graves aux droits du personnel des Nations Unies, notamment de la MONUSCO, qui sont ici, relèvent de la juridiction des autorités de la République démocratique du Congo. Et d'un coup, sans que rien n'ait été modifié dans toutes ces dispositions du droit international et des accords qui nous lient aux Nations Unies, on a voulu instituer une nouvelle disposition qui fait que, parce qu'il y a des désordres dans le Kasaï, on va créer une structure parallèle aux structures qui existent en RDC pour statuer sur les violences qui se déroulent au Kasaï. Alors que les autorités congolaises sont en train justement de statuer sur ces violences-là. Alors qu'est-ce qui dérangeait vraiment le gouvernement pour que... C'est le droit international, mon ami. Ce qui dérange, c'est la violation du droit international. Ce qui dérange, c'est la violation de l'accord de siège entre nous et les Nations Unies. Si vous signez un accord avec quelqu'un et qu'il viole cet accord, ça doit vous déranger. Si vous, ça ne vous dérange pas, alors je ne sais pas de quelle nature vous êtes. Si vous signez un accord avec quelqu'un, vous vous attendez à ce qu'il respecte cet accord. Nous avons signé un accord avec les Nations Unies, que quand le personnel des Nations Unies est victime de faits comme ceux que les deux enquêteurs ont subis au Kasaï, ce sont les autorités congolaises qui doivent statuer là-dessus. On n'a pas dit qu'on fait une commission indépendante des autorités congolaises. D'autant plus que nous sommes victimes d'une malveillance de la part d'un pays que nous connaissons bien, vous et moi, la Belgique, qui est en train de nous chercher noise depuis plusieurs mois et qui est à la base de ces propositions d'une enquête indépendante en vase clos à laquelle nous n'aurions pas, nous, République démocratique du Congo, accès. On peut même imaginer que les conclusions de cette enquête avaient déjà été boutiquées et nous avons vu que des gens de l'opposition avaient été appelés en masse à Genève. Nous avons vu des opposants qui se cachent dans la société civile qui ont été invités à Genève pour soutenir cette idée-là, et ça nous a fait comprendre qu'on travaillait contre les intérêts, contre l'image de la République démocratique du Congo. Donc nous avons exigé simplement qu'on respecte le droit international, qu'on respecte l'accord de siège, en ce que ces instruments donnent à la seule République démocratique du Congo la compétence de connaître et de statuer sur ces cas-là. Mais nous avons reconnu que nous pouvions être limités dans nos moyens. Et nous avons estimé qu'il était bon que toutes les bonnes volontés, y compris celles des Nations Unies, puissent assister nos institutions dans cette recherche de la vérité sur ces faits qui se passaient au Kasaï. Alors pourquoi est-ce qu'on voulait nous écarter
de ces commissions d'enquête sur des faits qui se déroulent chez nous. Si on ne voulait pas nous faire du mal, nous avions compris qu'on voulait nous faire du mal. C'est pourquoi nous avons insisté pour que le droit international et l'accord de siège soient respectés. Voilà tout. Voilà, comme vous avez parlé de certains opposants qui étaient à Genève, bien sûr, pour faire le lobbying afin que l'enquête soit internationale. Excusez-moi, pour que l'enquête échappe au gouvernement congolais. Enquête internationale, nous avons dit, nous sommes d'accord de recevoir des experts internationaux qui travaillent de concert avec les enquêteurs congolais. Mais l'enquête sera pilotée par les magistrats congolais. Oui, mais c'est normal. C'est au Congo que nous sommes, mon ami. Nous ne sommes pas dans un terrain vague de la communauté internationale. C'est au Congo que ça se passe. Est-ce qu'il peut se passer quelque chose aujourd'hui au Kenya et que quelqu'un vient enquêter sans que les autorités kenyanes ne puissent être associées? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose en Afrique du Sud et que quelqu'un vienne enquêter sans que les autorités sud-africaines soient impliquées? Pourquoi seulement au Congo, quand il se passe quelque chose, on veut enquêter sans y associer les autorités congolaises? Oui, voilà la question qu'il faut se poser. Oui, certains acteurs politiques de l'opposition, bien sûr. Ah, de l'opposition. Voilà, disent que l'opposition, certainement, voilà, que le gouvernement risquerait d'avoir une autorité sur les magistrats qui vont enquêter sur cette affaire. C'est pour cela qu'ils ont voulu que ça soit piloté par l'enquête internationale. C'est ridicule, il se passe des faits criminels tous les jours ici. Vous croyez que tous les faits criminels qui sont jugés, tous les militaires qui sont en prison ici ne sont pas envoyés en prison par les autorités que vous appelez les autorités nationales congolaises? C'est parce qu'ils sont militaires on a peur d'eux, c'est notre personnel. S'ils ont mal fait, on les punit. Vous savez bien que dans nos prisons, il y a plus de 3 à 4 000 militaires qui sont en prison. Qui les envoie en prison? Ce n'est pas vos fameux enquêteurs internationaux. C'est la justice congolaise qui les envoie. Ne m'interrompez pas. C'est la justice congolaise qui les envoie en prison. Donc il ne faut pas faire semblant que la justice congolaise n'a jamais puni des militaires congolais lorsqu'ils se rendent coupables d'actes qui sont contraires à la loi, d'actes qui sont contraires aux droits de l'homme. Pourquoi seulement sur ce cas-là, nous hésiterions à envoyer en prison des militaires congolais parce qu'ils sont coupables des actes répréhensibles? C'est ridicule, ça ne tient pas la route. Parce qu'ils ont évoqué les cas des évadés, des évasions. Jusqu'alors, il n'y a pas d'évolution. Qu'est-ce que ça vient faire? Vous croyez que dans France, il n'y a jamais eu d'évasion? L'enquête où... Quelqu'un est allé remplacer la justice française parce qu'il y a eu des évasions à Fleury-Mérogis? Quelqu'un est allé aux États-Unis pour remplacer la justice américaine parce qu'il y a eu des évasions dans une prison aux États-Unis? C'est ridicule. On peut avoir une évasion dans une prison, ça ne veut pas dire que la justice ne travaille pas. Une évasion, c'est un acte qui peut arriver quelque part dans une prison. Ici, il y a eu une évasion à la prison de Makala. Nous avons puni le directeur de la prison de Makala qui n'est plus en exercice. Ça ne veut pas dire que la justice ne peut plus être considérée comme crédible parce qu'il y a eu une évasion. Quelle est cette façon de raisonner? Je suis vraiment étonné que vous liez même l'évasion à ces faits-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à l'enquête. Mais je ne vois pas de lien. Où est le lien? Nous sommes un pays souverain avec ses problèmes. Qui vous a dit qu'un pays n'a pas de problème? Citez-moi un seul pays où il n'y a pas d'évasion de détenus. Pourquoi seulement ici, lorsqu'il y a eu évasion, donc on ne peut plus on doit recoloniser le pays parce qu'il y a eu une évasion. Ce qu'ils demandent, c'est la recolonisation du pays. Jusque-là, les commanditaires de ces évasions ne sont pas connus. Pourquoi? Mais l'enquête se poursuit. Vous voulez quelle enquête? Vous voulez quoi? Une enquête rapide ou une enquête sérieuse? L'enquête se poursuit. On est en train d'arrêter des gens. On est en train de chasser des gens qui sont dans le circuit de cette évasion. Est-ce que cette évasion-là permet qu'on puisse recoloniser la RDC? Vous ne m'avez pas répondu. Vous allez de question en question. Je vous pose la question. Parce qu'il y a eu une évasion, on doit recoloniser la RDC. Vous ne me répondez pas. C'est que vous comprenez bien que notre préoccupation est juste. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une évasion qu'il faut recoloniser la RDC. Oui, merci Monsieur le Ministre. Alors, puisque aujourd'hui l'enquête sera pilotée par le magistrat congolais, c'est une réussite pour le gouvernement face à la Belgique? C'est une réussite du droit international. Je vous ai cité les dispositions. Vous parlez de gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui a écrit le droit international. Le droit international existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'étions même pas encore indépendants lorsque ces instruments ont été mis à jour. En 1999, ce n'est pas ce gouvernement qui était en place. Il y avait un autre gouvernement ici, lorsque nous avons signé l'accord de siège entre nous et les Nations Unies.
Lorsqu'il se passe des choses qui victimisent le personnel des Nations Unies, ce sont les autorités congolaises qui doivent statuer. Alors pourquoi est-ce que ça change comme ça, sans qu'on nous explique, sans qu'on nous associe? Pourquoi? Ça vient d'où, ce changement-là du droit international? Seulement pour le Congo, ça vient d'où? C'est ça la question que nous nous posons. Merci. Parlons des sanctions de l'Union européenne. Vous êtes parmi les sanctionnés. Est-ce que cela ne vous a pas trop dérangé? Ces sanctions sont des pressions politiques. Ce sont des pressions politiques. On veut nous pousser à prendre des décisions qui sont contraires à nos intérêts nationaux et qui sont favorables aux intérêts nationaux de la Belgique et de certains pays de l'Union européenne. Or, vous savez que par définition, un État n'a pas d'amis. Un État n'a que des intérêts. Et donc, ils ont voulu simplement mettre la pression sur nous en espérant que nous serions suffisamment faibles d'esprit pour pouvoir nous incliner devant ces pressions-là et faire en sorte que la République démocratique du Congo redevienne une sorte d'entité sous tutelle de la Belgique. 57 ans après l'indépendance. Qu'un Congolais ose me poser cette question, ça dépasse mon entendement. Ce n'est pas parce qu'ils veulent l'alternance qui traîne jusqu'à ces jours? Ah, ils vous aiment tellement. L'alternance? Oui, l'alternance, c'est pour vous, ce n'est pas pour la Belgique. Donc les Belges, les Européens vous aiment tellement. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Ils vous aiment beaucoup, plus que vous-même. De sorte que ce que vous n'avez pas pu obtenir par votre constitution, ils veulent l'obtenir en mettant vos dirigeants sous sanction. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, monsieur, réveillez-vous. Ou alors rentrez à vos études. Monsieur le ministre, est-ce que ces sanctions n'influent pas aussi à la République démocratique du Congo? On voit aujourd'hui l'économie, les indicateurs qui sont toujours en rouge. Est-ce que cela ne dérange pas trop? Vous n'avez pas été informé de la chute des cours des matières premières? Vous étiez en train de dormir lorsque le cuivre était en train de péricliter, lorsque le cobalt se vendait mal, lorsque le pétrole a fait sa chute. Il vient encore d'y avoir une autre chute maintenant. Nous sommes à 42 $ le baril. Notre pétrole du Bas-Congo se vend à moins de 42 $ le baril. Et tout cela ne vous dit rien. Mais ce le président... les sanctions qui font que l'économie va mal. Mais le président avait parlé de... Lisez les rapports économiques et vous comprendrez pourquoi l'économie va mal. Ce n'est pas à cause des sanctions. On a parlé de la diversification de l'économie. On a parlé de la diversification de l'économie. Ça fait près d'une année et demie. Il faudrait qu'il y ait déjà certaines évolutions sur terrain. Mais nous sommes victimes justement de notre décision de diversifier nos partenariats économiques, pas de notre diversification de l'économie. De diversification de partenariats économiques parce que nous avons enlevé certains marchés que les Belges contrôlaient à 100% pour les répartir à d'autres partenaires qui nous payent mieux. Et le résultat va se voir. Sur le terrain aussi. Va se voir. Oui, le résultat va se voir. Ce n'est pas un miracle. Ça va se voir. Il faut voir ça dans le temps. Ça va se voir. Si je vous vends mon sac d'arachide à 10 $ et que votre voisin me propose 12 $ et que je vais lui vendre mon sac d'arachide, c'est pour gagner 2 $ de plus. Ce n'est pas pour malmener mon peuple que je le fais. Au contraire, c'est pour que mon peuple ait 2 $ de plus. Et les Belges nous en veulent pour ça, parce que nous sommes allés vers la Chine. Réveillez-vous. Cessez de poser des questions comme si vous étiez des Belges. Voilà. Est-ce que c'est pas... le gouvernement a remarqué cela juste après le fin mandat du président Kabila, lorsqu'il a commencé maintenant à proposer autrement? Les contrats chinois datent de la fin du mandat du président. Notre conflit avec la Belgique date de plusieurs années. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais pourquoi on ne les sentait pas comme aujourd'hui? Ces pressions. Mais je viens de vous parler de la diminution du coût de nos principales matières premières. C'est un problème structurel. Est-ce que vous avez étudié un peu l'économie ou quoi? Parce que vous avez parlé de ces sanctions, ce sont des pressions. Mais bien sûr, les sanctions sont allées crescendo. Hier, c'était des pressions verbales. Aujourd'hui, ce sont des pressions institutionnelles. Demain, on pourra peut-être nous faire la guerre. Il faut être prêt à tout, mon ami. Il faut être prêt à tout. Demain, on pourra nous faire la guerre. Heureusement que nous nous sommes préparés de ce côté-là. Nous avons la 10e armée en Afrique. Nous nous sommes préparés, nous sommes prêts à affronter tous ceux qui veulent nous empêcher de servir nos intérêts nationaux. Monsieur le ministre, en dehors de l'économie, est-ce qu'il n'y a pas de pression politique? Mais
Les sanctions, comment vous les appelez? Ce sont des pressions politiques. Ouais. Les pressions sont aussi bien politiques que militaires, puisqu'on sanctionne les militaires, on sanctionne les politiques. Ce sont des pressions pour nous ramener à orienter notre politique dans un sens favorable aux intérêts de la Belgique, qui est un pays qui est en phase déclinante. Je ne crains pas de le dire. Moi, je lis bien, au contraire de vous, je lis bien l'actualité économique, sociale, politique, diplomatique. Je sais que la Belgique est en phase déclinante et qu'elle cherche à s'accrocher à la République démocratique du Congo pour maintenir la tête hors de l'eau. Si vous ne l'avez pas compris, je vous invite à mieux maîtriser les grands agrégats de l'histoire économique mondiale. Merci, Monsieur le Ministre. Parlons de l'accréditation de la journaliste de la RFI, Sonia Relais. Pourquoi celle-ci tarde? Pourquoi est-ce que seulement cette accréditation-là pose problème? J'ai ici devant moi un signataire où il n'y a que des demandes d'accréditation de journalistes. Pourquoi vous ne me posez pas la question de journaliste de Asahi Shimbun du Japon qui attend son accréditation? Vous ne me parlez pas de journaliste de tel journal indien qui attend son accréditation pour le 30 juin, seulement de Sonia Rollet. Pour quelle raison? Nous avons décidé de mettre en place de nouvelles méthodes d'examen, de demandes d'accréditation. Lorsque la commission interministérielle que nous avons instituée va prendre la décision, nous informerons Sonia Rollet de la décision qui aura été prise. Je vous informe tout de suite que cette décision peut être négative. On ne nous fera rien. Elle peut être positive. Il n'y aura rien. Et je vous informerai, Sonia Rollet, que soit on a refusé son accréditation, elle n'entrera pas en RDC, soit on a accepté son accréditation, elle entrera en RDC. Mais on ne me forcera pas à brûler la politesse à une commission interministérielle qui est la nouvelle méthode de traiter les accréditations des journalistes qui veulent venir en République démocratique du Congo pour faire plaisir à Sonia Rollet ou à n'importe qui. Où est le respect qui est dû à un État? Ce n'est pas une manière de sanctionner aussi les Européens? Mais puisque nous n'avons pas encore pris une réponse, nous n'avons pas de réponse. Quand vous introduisez une demande de visa ici au bureau de Schengen, qui n'est pas loin de mon bureau ici, et que ça traîne, vous avez l'impression qu'on vous a sanctionné? C'est la bureaucratie, ça arrive. J'attends que la commission me dise exactement ce qu'il en est et je prendrai mon bic pour répondre à Sonia Rollet. Et puis pour sa radio RFI, ça sera difficile pour que ça revienne encore son émission ici en RDC? Mais la radio RFI émet partout en RDC, sauf à Kinshasa. La radio RFI émet partout. Vous êtes allé en Bujimaï, on vous a dit que la radio RFI n'émet pas. Vous étiez à Kisangani, on vous a dit que ça n'émet pas. C'est un moyen de pression, je crois, que nous avons trouvé pour que RFI puisse se conformer à la loi 96, à l'article 61, qui oblige tous les médias qui appartiennent à des personnes de droit étranger de pouvoir s'associer à vous. Je suis étonné que nous sommes martyrisés pour vous et je ne sens aucune solidarité de la part des médias congolais. C'est pour les investisseurs congolais dans le secteur des médias. La loi vous favorise et cette loi est violée quotidiennement par les opérateurs de médias étrangers qui viennent ici sans s'associer à vous. Mais quelles mesures ils doivent prendre des partenaires congolais. Quelles mesures ils doivent avoir la majorité des parts. C'est ça que nous avons demandé. BBC l'a fait, BBC émet. La Voix d'Amérique l'a fait. La Voix d'Amérique émet. TV5 est un média de la francophonie. Nous sommes membres de la francophonie. Nous ne la considérons pas comme un média étranger. Elle émet. Donc arrêtez de dire des choses comme si nous ne pouvions plus avoir le droit d'appliquer nos lois qui sont favorables à votre secteur, qui sont favorables à vous comme opérateur des médias. Monsieur le ministre, avec la nouvelle technologie de l'information, nous aurons les télévisions TNT. Est-ce qu'il y aurait encore des moyens pour agir ainsi? Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Que la TNT permet à un État de pouvoir s'infiltrer comme ça dans le paysage audiovisuel d'un autre État? Détrompez-vous. Nous avons tous les moyens pour empêcher cela. Alors pour les télédistributions?
Oui. Comme nous avons Canal+, on peut facilement avoir un média qui fait une mauvaise promotion du pays. Est-ce que comment... Mais qui vous a dit que nous avons fermé à cause de la mauvaise promotion du pays? Je donne un exemple, je disais. Mais une pression peut être faite. Vous croyez que si j'interdis à un distributeur de canal de distribution comme Canal SAT ou quoi, de diffuser un média et qu'il le diffuse, je peux le fermer? Je peux le faire fermer. Voilà. Nous n'en sommes pas encore là. Ça, ne sera pas des idées que je n'ai pas encore eues. Vous croyez qu'ici, c'est une jungle où n'importe qui peut venir faire n'importe quoi? Merci, Monsieur le Ministre. C'est le dernier point, c'est la nationalité, double nationalité de Moïse Katumbi, qui hier était gouverneur du Katanga. Aujourd'hui, on parle de sa double nationalité. Donc, c'est-à-dire le gouvernement congolais met en place ou nomme les étrangers. Il y a eu, le gouvernement n'a jamais nommé Moïse Katumbi. Un gouverneur n'est pas nommé, je ne sais pas. Vous connaissez des gouverneurs qu'on nomme? Je dis, accepté à la place. Accepté à la place, parce qu'il a été député. Des gouverneurs qui sont acceptés par le gouvernement, vous en connaissez? Ils sont entérinés par le président. Mais ce sont des assemblées provinciales qui nomment, qui élisent des gouverneurs. Mais entérinés par le président. Oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a eu un moratoire à un moment donné, vous avez oublié ça? Mais le moratoire, vous êtes sûr qu'il est valable jusqu'à aujourd'hui? Tout cela doit être mis sur la table. Mais ça n'empêche pas que ce monsieur n'a pas de problème avec nous. Nous n'avons pas de problème avec Moïse Katumbi. Puisque même les étrangers qui sont ici font leur travail normalement. Il devra prouver qu'il n'est pas étranger avant de pouvoir être accepté comme candidat, puisqu'il se profile tout le temps comme candidat président, que c'est à cause de ça qu'on lui en veut. Et le ministre Tambwe a rappelé qu'il pourrait avoir des difficultés. La seule condition, c'est qu'il ne soit pas de nationalité congolaise. Alors, si vous avez des informations qu'il a la double nationalité, conseillez-lui d'abandonner la double nationalité. Parce qu'il est encore temps, parce qu'on n'a pas encore lancé les opérations. Il devient étranger au moment où il se range à l'opposition? Même s'il l'était au moment où il était gouverneur, puisqu'il y a eu un moratoire. Est-ce que je dois vous apprendre le français? Allez chercher votre dictionnaire, puisqu'il y avait eu un moratoire. Mais le moratoire est déjà passé. Monsieur le ministre, au sein de la majorité présidentielle, soit au gouvernement, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de double nationalité? Mais dénoncez-les. Même moi, on a dit à un moment que j'étais un Belge. C'est au gouvernement d'enquêter? Non, excusez-moi. À un moment, on a dit que j'étais un Belge. Jusqu'au moment où, soi-disant, mon propre pays m'aurait sanctionné. On a compris que je n'étais pas belge. Donc, n'importe qui peut dire n'importe quoi, monsieur. Amenez-moi des faits. Pas de même si dans le gouvernement, ça c'est des histoires. Alors, donnez-nous des faits. Qu'est-ce qui fait dire au gouvernement, ou soit à la majorité présidentielle, que M. Katumbi serait belge? La majorité n'a pas parlé. Monsieur Alexis Tambwe Mwamba est le ministre en charge des questions de la nationalité. Vous lui poserez la question, puisque c'est lui qui gère les problèmes, qui donne même les certificats de nationalité. Moi, pour être candidat député en 2006, pour être candidat député en 2011, j'ai dû aller au ministère de la Justice chercher une attestation de nationalité. Alors arrêtez de confondre un ministère avec le gouvernement, arrêtez de confondre un gouvernement avec la majorité présidentielle. Un ministre a des compétences sectorielles. M. Tambwe est dans ses compétences de ministre chargé de la nationalité. Il a sûrement des informations, alors je vous conseille de vous rapprocher de lui pour vous renseigner, au lieu de déclarer majorité présidentielle, gouvernement. Chacun a ses compétences. 2018, une transition sans le président Kabila, est-ce possible? Comment? Par quelle Selon ce que l'opposition dit, les G7... Donc, on va avoir une réforme, une révision de la Constitution. Parce que l'accord prend fin le 31 décembre. C'est l'accord qui a la Constitution, maintenant. Première nouvelle, nous n'avons plus de Constitution. C'est l'accord qui a pris la place de la Constitution. Moi, je croyais que l'accord était adossé sur la Constitution. Maintenant, vous m'informez que la Constitution n'existe plus. C'est l'accord qui a remplacé la Constitution. Ça, c'est une nouvelle. Moi, je ne l'ai pas. Moi, comme juriste... Qui donnait les crédits pour la gestion en 2017? Quel crédit? On vous a dit que la Constitution dépendait d'un accord. La Constitution, c'est la volonté du peuple congolais. Le premier article de l'accord, c'est que tout doit se faire conformément à la Constitution. Est-ce que vous avez lu cet accord? Vous en parlez comme alors que vous n'avez même pas lu.
Je vois que vous n'avez pas lu l'accord. Mais il y a eu certaines L'accord dit que tout doit se faire conformément à la Constitution. Et la Constitution dit qu'un président de la République démocratique du Congo ne peut remettre son pouvoir qu'entre les mains d'un autre président élu. Alors vous m'apprenez là qu'il y aura une transition sans le président qui est là. C'est-à-dire qu'il y a une révision constitutionnelle qui a déjà été faite en mon absence. Peut-être je dormais, peut-être c'est quand j'étais en Chine qu'on a fait la révision de la Constitution. Donnez-moi la nouvelle. Mais si c'est cette Constitution qui régit le pays, le président Kabila ne remettra son pouvoir qu'à un président élu. Voilà la réalité de la Constitution de votre pays. Lisez-la. Voilà la réalité de l'accord. Lisez-le avant d'en parler. Voilà, c'est la dernière question. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, souhaite encore une rencontre avec le président de la République. Est-ce que là, ça sera toujours dans le cadre de cet accord ou soit ce n'est pas possible? Vous avez vu la pancarte qui est devant mon bureau là. Vous avez vu mentionner service du protocole du président de la République. C'est le service du protocole du président de la République qui arrange les audiences du président de la République. Donc, posez la question au service du protocole du président de la République si M. Tshisekedi a effectivement introduit une demande d'audience au président de la République. Moi, je suis ministre de la Communication et des Médias. Je n'arrange pas les audiences du président de la République et je ne réponds pas aux questions qui ne me concernent pas. Monsieur Lambert Mende, ministre des Médias, vous avez un dernier mot à adresser à cette population qui vous suit? Je voudrais demander à la population de garder son calme, mais surtout m'adresser aux hommes des médias que vous êtes. Vous êtes souvent à la base de la confusion qui est entretenue dans les esprits de la population. Parce que vous vous mettez souvent au service de causes particulières et même de causes qui sont contraires aux intérêts nationaux de notre pays. Et vous égarez notre opinion publique avec des interprétations complètement déjantées, complètement à côté de la plaque. Il faut vraiment un examen de conscience. Il faut vraiment revenir sur les fondamentaux du métier de journaliste, qui est celui d'informer, de rendre compte des réalités et non pas d'inventer des choses pour faire plaisir à ceux qui vous donnent des moyens ou je ne sais quoi. Il faut arrêter de tromper notre opinion avec ces histoires des accords qui auraient remplacé la Constitution, alors que l'accord vous dit que tout en RDC doit se faire conformément à la Constitution. Avec des transitions qui verraient un président en exercice céder le pouvoir sans qu'il y ait eu un président élu, alors que la Constitution prévoit que le président de la République en exercice ne cède son pouvoir qu'à un autre président élu. Et il y a des journalistes comme ça qui martèlent comme si c'était normal. Donc il y a un crime, en réalité, contre la nation que vous commettez. Parce que vous pouvez être à la base même de grands et graves désordres en déroutant comme ça l'opinion, alors que nous devons faire les choses de manière à ce que la Constitution soit respectée, à ce que l'accord que nous avons passé le 31 décembre soit respecté. Alors ne donnez pas de fausses lectures et de l'accord et de la Constitution. Je ne dirai pas quelque chose au peuple, parce que le peuple est souvent dérouté par des faux commentaires de journalistes que je n'ose pas qualifier. Je ne parle pas de vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur Siloé TV.